Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. J'ai découvert mon invité du jour il y a bien longtemps sur Instagram, alors que je n'étais pas encore mère et que je m'initiais aux arts du crochet. Mélanie et sa famille ont une grande place dans mon esprit quand je repense au début de ma maternité. C'est chez Roxane, la sœur de Mélanie, que j'ai commandé la première cape de bain qui a accueilli mon bébé quelques semaines plus tard. C'est en regardant les merveilles de Mélanie sur Instagram que je me revois, enceinte, en train de crocheter des mignonneries pour me détendre. Et en suivant tout ce petit monde de loin, j'ai compris qu'elles avaient un lien très très particulier. Chez Mélanie et compagnie, le transgénérationnel, la transmission, les racines sont des notions fondamentales. La sororité n'a rien d'un mot à la mode. C'est une relation forte avec celle qui a partagé ses rires d'enfant et les premières sorties entre copains. Et que dire de la maternité ? Mélanie a été élevée dans un clan de femmes aimantes, avec une grand-mère qui a tout donné pour ses petits, une mère exemple et toujours présente. Alors il était évident pour elle qu'elle serait mère à son tour. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, c'est que cette transmission entre femmes s'arrêterait avec elle, puisqu'elle a donné naissance à 2 petits garçons. Un moment douloureux dans son histoire que Mélanie nous raconte dans cet épisode fort en émotions et riche en amour. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Mélanie. Salut. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Moi, je suis super contente de te voir aujourd'hui en vrai. En plus, tu es venue à Lille parce que tu ne viens pas de Lille. Quand on t'entendra parler, je pense qu'on comprendra que tu n'es pas d'ici. Mais bon. Moi, je t'ai rencontrée entre guillemets virtuellement par un biais qui n'est pas du tout la parentalité. Il se trouve qu'avant, dans un lointain passé, je me suis mis au crochet. Ah oui. Et du coup, je cherchais des comptes sur Instagram à suivre un petit peu pour voir, pour être moins seule. Et je t'ai suivi comme ça, donc il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps, alors. Il y a vraiment très très longtemps. Moi, en fait, j'ai l'impression que tu as toujours été plus ou moins là, en fait. Donc, je ne me souviens pas du tout quand est-ce qu'on a commencé. Prenons un café n'existait même pas. Ouais, Je n'étais pas mère, j'avais pas d'enfant. Et donc, moi, j'ai vu naître tes enfants. Enfin, peut-être pas le premier, mais peut-être pas Marius. Ouais, le deuxième, oui. Donc, j'ai l'impression que tu fais partie de ma vie virtuelle depuis très longtemps. Donc, je suis contente de te voir en vrai. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qui vit avec toi, nous parler un peu de toi, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Mélanie. J'ai bientôt 37 ans, donc dans moins de mois. J'habite à Marseille, mais je ne suis pas née à Marseille. Et je n'habite pas depuis longtemps à Marseille. J'habite à Marseille depuis 1 an et demi à peu près. Je suis née et je viens de Saint-Gaudens. Donc, c'est une petite ville des Pyrénées, au sud de Toulouse, à 1 heure de Toulouse. Donc, c'est de là que je viens. Et c'est là que j'ai envie de retourner. Et sinon, j'ai vécu quand même assez longtemps à Toulouse, donc c'est aussi un peu chez moi. Qui vit avec moi ? Mon mari Mathieu, qui a le même âge que moi et qui vient du même endroit que moi, que je connais depuis la 6e, bien que nous ne soyons ensemble que depuis 11 ans, mais je le connais depuis la 6e. Il gravite, on va dire, dans mon cercle de connaissances depuis longtemps. Et Marius vit aussi avec moi, il a 6 ans et demi, et Martin, son frère, a 3 ans et demi. Voilà qui vit avec moi à Marseille maintenant. Pour l'instant. C'est très intéressant, je sais pourquoi tu as appuyé sur le côté d'où tu viens et tout se regroupe par rapport à la thématique de cet épisode. Mais avant ça, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère ? Oui, je crois que j'ai toujours voulu être mère. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'être mère m'a chamboulée parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement normal d'être maman que ça a été un espèce de truc pas du tout prévu comme ça pour moi. Ça a été un gros chamboulement bizarre. Je m'attendais à un truc très facile et très normal et en fait, ça n'a pas du tout été ça. Et du coup, maintenant, je me fais un devoir de parler à celles et ceux qui ne sont pas parents pour leur dire... C'est génial, mais... Accrochez-vous.
Et essayer surtout de ne pas... moi, je projetais, je pense, trop de choses parfaites. C'est-à-dire, j'allais accoucher sans péridurale et par voie basse, j'allais allaiter mes bébés, j'allais les allaiter longtemps, ça allait être facile, je serais mère tout de suite, je les aimerais tout de suite. Et en fait, pas du tout. Il n'y a rien, de tout ce que je viens de dire là, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Pourquoi tu idéalisais ce rôle de maternité ? J'ai jamais vraiment réfléchi à la question, mais je pense que c'est parce que j'ai des modèles qui me semblent à moi idéaux au-dessus de moi, c'est-à-dire ma maman et ma grand-mère qui m'ont élevée dans la même maison. Donc je pense que c'est ça, c'est pour ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en reparler après avec elle ? Parce qu'en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser, mais on voit pas tout en fait. Ouais, c'est ça. On a des yeux d'enfant. Alors, ma grand-mère était déjà plus là, malheureusement, donc j'ai pas pu en parler avec elle et je pense que elle était mère de 4 enfants, elle a toujours été mère au foyer, donc je pense qu'on aurait pu échanger sur ça et je pense que ça aurait été intéressant d'échanger avec elle en étant moi-même maman. Et avec ma maman, oui, je lui en ai parlé parce que, en fait, quand j'ai eu mon premier bébé, j'étais paumée, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'était pas du tout ça qui était prévu au départ. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais, moi, quand je vous ai allaité, ça s'est pas bien passé. Et en fait, tout ça, ça avait jamais vraiment été dit. Parce que, en fait, c'était pas tellement pour nous le cacher, parce que chez nous, il n'y a pas vraiment de tabou, mais je pense que c'était jamais venu sur le tapis. Et en fait, elle m'a livré quelques difficultés qu'elle aussi a eues. Après, la maternité de ma mère, c'est pas ma maternité à moi. Non. Et ça aussi, pour moi, c'est dur de pas avoir la même, puisque elle a été maman dans la même maison que sa maman. Donc, voilà. Il y a beaucoup c'est chargé en rituels et en traditions chez toi, et c'est pour ça que je t'ai demandé... J'avais dit. Et j'ai sorti le paquet de mouchoirs. Voilà. Tu peux t'en servir quand tu veux. C'est chargé chez toi et c'est pour ça que je t'ai demandé de participer à Prendre un café parce qu'avec toi, j'ai envie de parler justement de cette transgénérationnalité. Tu partages énormément de choses avec ta maman, avec ta sœur et avec ta grand-mère avant ça. Pour moi, c'est fascinant. Je trouve ça génial et en plus de ça, vous êtes des femmes. C'est ça. Donc, il y a quelque chose d'assez... Oui, voilà, je sais pas assez fort quoi. Je trouve pas le mot, mais je vois tout à fait ce que tu vois ce que je veux dire. J'espère que vous voyez aussi ce que je veux dire. Mais tout gravite en fait autour d'un endroit, c'est comme si c'était un lieu un peu sacré. Attention, je vais faire ma sorcière. Mais ça fait comme si c'était vraiment un lieu sacré avec toutes ces femmes comme ça qui se passent le flambeau de quelque chose et je trouve ça assez fort. Et donc du coup, moi j'ai plein de questions, plein de questions. Déjà, commençons avec cet amoureux qui gravitait autour de toi et qui entrait dans ta vie un peu plus tard. Est-ce que ça a été déjà une évidence entre vous ? Alors, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte un peu parce que sinon, on peut faire 3 épisodes avec moi. On va faire une saison complète. Voilà, on fera des petits teasings. En fait, donc, avec Mathieu, on s'est connus au collège, mais comme des collégiens, c'est-à-dire, voilà, on était dans la même cour de récré, quoi. En fait, c'était pas mon pote, c'était... Voilà. Après, on vient d'une toute petite ville, donc il n'y a pas 50 collèges. On se connaît vite tous rapidement. Quand on était au collège, il y avait 4 classes par niveau, donc c'est pas énorme. Je dois bien avouer qu'en 3e, c'était un peu quand même le gars qui me plaisait beaucoup. On est sortis ensemble en 3e, ça n'a duré que quelques heures, je dirais. On s'est embrassés, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Puis on s'est... quand on a été au lycée, donc je parle de ça, on vivait dans la même ville, enfin en tout cas au même endroit. Au lycée, on est sortis ensemble quelques semaines, mais il me fatiguait tellement parce qu'il râlait tout le temps, donc ça n'a pas duré. C'était des amourettes d'ado, quoi. Après, on est partis à la fac, mais là, on n'était plus du tout... on se voyait quasiment pas, quoi. Mais en fait, nous sommes des gens d'une... Alors là, je vais parler comme une vieille, mais d'une génération encore où, nous, quand on allait à la fac, on était à Toulouse, donc on était à 1 heure de chez nous. Mais le week-end, nous, on voulait pas sortir à Toulouse, à la grande ville. On voulait rentrer chez nous. Parce qu'encore, dans notre ville, à l'époque, il y avait cette petite communauté de jeunes qui se connaissaient. On avait notre bar, on avait notre boîte et on allait tous... on était contents de faire ça, en fait. Moi, je voulais pas aller à Toulouse, en fait. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai foiré mes 2 premières années de fac aussi à cause de ça. Parce que j'avais vraiment du mal à plus être chez moi. Ouais. Donc, on est ressortis ensemble. On était donc à la fac. C'est pareil, ça a duré 1 semaine ou 2, je sais pas. Voilà, ça n'a pas duré. Puis on a fait nos vies après de jeunes adultes, chacun de notre côté. On s'est retrouvés un soir par hasard dans un bar toulousain. Je dansais sur une table et j'ai remarqué que quelqu'un me regardait depuis en bas.
je l'ai vu. Il m'a tendu la main, je suis descendue, on a discuté toute la soirée, tous les deux. Mais à l'époque, nous n'étions ni libres, ni l'un ni l'autre. Donc, on était vraiment dans des histoires... moi, dans une histoire installée depuis plusieurs années. Lui, dans une histoire avec sa copine de l'époque. Mais voilà, sans plus, on a beaucoup discuté. Puis moi, après, je me suis séparée, etc. On s'est revus. On s'est fréquentés, je sais pas comment on peut dire. Fréquenter, c'est un joli mot. Ouais, voilà. On s'est fréquentés sans se dire vraiment si on était ensemble ou pas. On se voyait, quoi. Ouais. Voilà. Et après, moi, je suis partie jeune fille au père aux États-Unis. Sur un coup de tête, un peu. J'ai dit, bon, allez, ça me saoule. Mathieu, à l'époque, clamait haut et fort qu'il ne voulait pas s'engager, qu'il ne voulait pas d'enfants. Et donc, mon précédent copain, je l'avais quitté justement pour ça. Donc, pour moi, c'était pas envisageable de retourner dans une relation... Comme ça, il va me détester que je raconte ça, mais c'est pas grave. Je suis très fière de cette histoire, donc il pourrait l'être lui aussi. Et en fait, je pense que quand je suis partie, il s'est rendu compte qu'en fait, j'étais partie, quoi. Donc, c'était un peu trop tard. Et donc, moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mis en couple avec ce quelqu'un. Après, je pense aussi quand on n'est pas chez soi, on projette vite des choses. Donc, est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais rester? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce que tu vas venir toi? Est-ce que c'est moi qui vais venir? Voilà, etc. Donc, on était quand même dans cette projection-là. Et à l'époque, ma sœur était enceinte de ma filleule. Et donc, ça a été pour moi aussi un gros déchirement de partir loin alors que ma sœur venait de m'annoncer qu'elle était enceinte. C'était très compliqué pour moi. Et donc, je suis rentrée pour la voir enceinte, parce qu'en fait, je ne l'avais pas vue enceinte. Je pense qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est mon mantra. La semaine avant que je prenne l'avion, je reçois un mail de Mathieu, qui ne m'avait pas du tout écrit. On ne se donnait pas vraiment de nouvelles. Qui me dit, je viens aux nouvelles, tu dois maintenant être bilingue, etc. Bon, il me fait un petit mail sympa pour prendre des nouvelles, quoi. Et là, je lui réponds, je dis, attends, c'est assez dingue, je rentre vendredi. Et il me dit, écoute, moi, je bosse à Toulouse, donc si tu veux, je te récupère à l'aéroport, je te descends chez nous. Puisque lui, il descendait le week-end. Je dis, écoute, non, mes parents, ils comprendront jamais que je leur dise, bon, ok, les gars, c'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir qui vient me chercher. Bon, donc je dis, non, c'est gentil, mais ils vont venir, ça leur fait plaisir, etc. Voilà. Mais je lui dis, en revanche, samedi soir, on a prévu d'aller boire un verre avec des copines, on sera à tel endroit, si tu veux passer, on sera là. Il m'a dit, ok, je passerai peut-être. Et il est passé. Et j'ai été discuter avec lui, et ma copine Aurélie m'a dit, mais qui est ce gars? Parce qu'elle le connaissait pas, parce qu'elle est... Enfin, bref. Ouais. Et je lui dis, c'est Mathieu, c'est rien, quoi, c'est un copain, quoi. Enfin, même pas, c'était juste un gars que je connais, avec qui je suis sortie. Elle me dit, non, c'est pas juste un gars. Elle me dit, je crois que vous vous voyez pas. Et je lui dis, non, de toute façon, moi, j'ai quelqu'un, lui, il a pas du tout envie d'être avec quelqu'un, donc laisse-toi... Enfin, voilà, ne cherche pas plus loin, il y a rien du tout. On a continué la soirée, on est sortis. Il s'est un peu donné du courage, je pense. Et à un moment donné, il a dit à quelqu'un que je ne connaissais pas, donc quand on connaît bien Mathieu, c'est assez déroutant. Ouais. Il a dit à quelqu'un qui connaissait lui, mais que moi je ne connaissais pas, tu vois cette fille, si je me marie un jour, c'est avec elle, et si un jour j'ai des enfants, c'est avec elle. Et là, je me suis dit, ok, donc il a bu beaucoup, et demain, il ne va pas se souvenir de ça. Donc, j'ai laissé couler. Moi, en plus, j'étais pas disponible. Ouais. Donc, j'ai laissé couler. Je me suis dit, mais lui, il dit des trucs, ça va pas te dire ça, quoi. Et en fait, ça m'a pas quittée après, évidemment. Je me suis dit, est-ce qu'il l'a dit pour faire comme ça l'intéressant? Est-ce que c'est pour de vrai? Donc, je lui ai envoyé un petit message le lendemain. Je lui ai dit, écoute, je peux pas le garder. En fait, il faut que tu me dises si ce que tu as dit hier soir, c'est vrai ou c'est juste t'avais bu et puis c'est tout et c'est pas grave, hein, voilà. Tu me dis parce qu'en fait, ça me enfin, voilà, il faut que je sache. Et il m'a dit, écoute, je viens te chercher à 19h, on va manger au resto, puis je te redirai la même chose. Oh là là. Voilà. Donc, et quand est-ce que tu fais un film avec ça? Mathieu n'est pas du tout romantique, je tiens à le préciser. C'est génial. Et en fait, il m'a redit la même chose. Il m'a dit aussi, je sais que t'es pas toute seule, donc moi, je te mets pas... Voilà, tu fais tes choix et tu règles ce que t'as à régler si tu veux le régler. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais après, j'ai dû repartir 3 mois loin de lui, sans qu'on ait pu vraiment commencer quelque chose. Donc, je suis repartie. Ça a été très difficile. Et j'aurais pu rester plus, mais je suis rentrée à la fois pour lui, parce que je voulais vraiment commencer cette histoire, et aussi pour ma sœur, parce que là, c'était pas possible d'être loin de ma fille trop longtemps. Dis donc, quelle histoire! Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Cette histoire un peu complètement folle, mais
Mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. Et, je crois vraiment qu'il n'y a pas de et hasard. ouais, c'était comme une destinée, quoi. Enfin, c'est un peu l'histoire dont tout le monde rêve, presque. Ben, c'est ce qu'on me dit souvent. Après, je précise toujours que tout n'est pas formidablement beau tout le temps, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis très fière. Quand on me demande comment on s'est mis ensemble, j'adore un peu raconter ça parce que c'est ça beau. Ah non, c'est super beau. Et en plus, quand on connaît Mathieu, il va vraiment pas aimer. Mais quand on connaît Mathieu, qui est très discret, qui n'est pas du tout dans l'émotion comme moi je peux l'être, j'exprime beaucoup mes émotions. Lui, c'est plutôt l'inverse. Donc pour moi, c'est vraiment très beau que ce soit lui qui soit venu me chercher et qui m'ait dit on s'est déjà loupé plein de fois et là j'ai plus envie qu'on se rate en fait. Donc ça c'était très beau. N'empêche que ce garçon qui se déclare comme ça, c'est quand même encore un moyen de t'accrocher encore un peu plus à chez toi, en fait, à tes racines. Il y a une question, moi, que je voudrais te poser, c'est comment tu es partie aux États-Unis sur un coup de tête en étant si attachée, en fait, alors que tu n'arrivais pas à aller à Toulouse? Ouais, c'était plusieurs années plus tard, donc j'avais grandi, j'avais plus 18 ans, enfin plus 17 ans, j'en avais 24, donc déjà, j'avais mûri, on va dire. Et c'était une année un peu, je sais pas comment la décrire, mais c'était une année un peu bordélique. C'est-à-dire, je m'étais séparée de mon copain de l'époque en février. Mes parents étaient en pleine séparation aussi, donc je pense que c'était un peu une fuite en avant. C'était aussi me dire, t'as 24 ans, t'as pas de mec, t'as pas d'enfant. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas, en fait. Et ça, moi, c'était quand même quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Et j'avais très peur de la réaction de ma maman et de ma grand-mère qui était à l'époque déjà malade et fatiguée. J'avais très peur aussi de pas être là s'il lui arrivait quelque chose. Mais je sais pas comment j'ai fait en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui auraient pu, j'allais dire dû, mais qui auraient pu me retenir. Premièrement, l'état de santé de ma grand-mère qui m'a dit j'espère te revoir. En gros, elle m'a dit quelque chose comme ça. Et moi, j'ai dit mais attends, ça va pas. Bien sûr que tu vas m'attendre, enfin, tu vas pas faire ça. Et elle a pas fait ça. Il y avait ma sœur qui m'a annoncé qu'elle était enceinte, 3 ou 4 jours après que j'ai appris que je partais. Ah ouais. Donc là, je lui ai dit, mais en fait, je pars pas. Je lui ai dit, j'annule tout. Et elle m'a dit, quelque chose que j'oublierai pas non plus, elle m'a dit, non, c'est ton rêve, tu pars. Et moi, je serai là quand tu reviendras, donc, et il y a pas de problème. Et j'avais peur aussi de ma mère, qui nous a toujours beaucoup protégés. Et qui, en fait, je sais comment j'ai pu partir, en fait. C'est elles qui m'ont donné la force de partir. Elles t'ont un peu donné l'autorisation. En le disant, je sais pourquoi je suis partie. Ouais. Parce que ma mère m'a dit, j'ai très peur que tu partes. Ça va être dur, mais fais-le parce que moi, j'ai jamais osé le faire. Ouais. Donc, en fait, du coup, je suis partie. Bah ouais, elles t'ont donné un petit peu cette autorisation. Elles m'ont dit, vas-y, quoi. C'est chouette. C'est intéressant que tu parles de ton enfance parce que je vais revenir là. Quel type d'enfance t'as eu, toi? En fait, moi, j'ai eu une enfance... pour moi, c'est l'enfance que j'aimerais pour mes enfants. Enfin, voilà, l'enfance un peu parfaite, en fait, pour moi. En fait, moi, je suis née dans une maison qui n'était pas à nous. Enfin, je suis née à la clinique, mais après, on a vécu dans une maison avec mes parents en location. Je n'ai aucun souvenir de ça parce que j'étais très petite. En fait, on m'a souvent raconté... Alors, moi, je n'ai jamais eu de nounou. Il faut le savoir, ça aussi. Je n'ai jamais eu de nounou. Je n'ai jamais eu de babysitter. Ma sœur non plus. Nous n'avons jamais été au centre de loisirs ni à la garderie. D'accord. C'était ma mamie qui faisait ça. Ouais. Qui vous gardait, voilà, qui s'occupait de nous le mercredi, qui s'occupait de nous le soir après l'école, le matin parfois, etc. Donc en fait, quand j'étais toute petite, avant que ma sœur naisse, c'est-à-dire jusqu'à mes 2 ans et demi, ma grand-mère me gardait la journée. Et on m'a raconté souvent que le soir, quand il s'agissait de me mettre au lit, il fallait que ma grand-mère revienne pour me mettre au lit. Parce que je ne voulais personne d'autre qu'elle. Donc c'était pénible, parce qu'elle habitait quand même pas toute... Enfin, c'était, on va dire, à 20 km peut-être. Ouais. Mais il fallait quand même qu'elle remonte à 18h ou 19h pour mettre Mélanie au lit, parce qu'elle ne voulait personne d'autre que mamie. Donc ça, c'était première chose. Puis ma maman est tombée enceinte de ma sœur. J'aime pas trop dire tombée enceinte. Enfin, elle a attendu ta sœur. Elle a attendu ma sœur, et ça a été une grossesse à risque. Donc ma maman devait rester alitée, puis à l'époque, en plus, dans les années 80, c'était pas comme maintenant, donc il y avait pas les surveillances qu'on peut avoir. Donc on lui a dit, il faut que vous restiez alitée toute la grossesse, faut pas bouger, sinon vous allez perdre ce bébé. Et donc au début, ma grand-mère venait chez nous s'occuper de ma maman et de moi, et c'est mon grand-père, en tout cas c'est ce que j'ai retenu de cette histoire, parce que moi je me souviens pas, qui a dit, bon maintenant stop, vous êtes en location, donc vous êtes pas chez vous, voilà, vous allez économiser de l'argent,
et vous allez venir vivre avec nous, la maison est assez grande et comme ça tout sera sur place. Tout sera sur place. Ma maman Joël, donc ma maman pourra rester alitée, mamie pourra s'occuper de Mélanie parce que moi j'allais pas à l'école encore. Ouais, t'étais trop petite. J'étais trop petite, donc voilà. Ça a évité quand même pas mal de trajets. Ça a évité quand même du bazar quoi en fait. Et en fait ça devait durer, je pense au départ, le temps de la grossesse de ma mère. Ouais. Je suis partie de chez mes grands-parents, j'avais 14 ans. Ah oui. Donc voilà. Ah oui, non, donc voilà mon enfance. En fait, j'ai grandi avec un papa souvent parti parce qu'il était commercial et que voilà, il était souvent parti. Enfin, en tout cas, pas parti la nuit, etc. Mais il rentrait tard, etc. Il travaillait beaucoup. Beaucoup. Et puis ma maman, elle était secrétaire dans la fonction publique, donc elle avait des horaires plutôt 8h, 16h30. Ouais, quoi. plutôt classique. Plutôt classique. Donc j'ai grandi en fait entre ma mère et ma grand-mère, mon papa aussi, mais c'était pas quand même... C'était pas pareil. C'était pas pareil. Et mon grand-père qui était là en patriarche. Un patriarche un peu que personne ne contredisait, ou en tout cas il était très doux et très gentil, surtout avec nous. Mais bon, on savait que c'était lui qui commandait. Ouais, c'est lui qui prenait, c'était ça. C'était lui qui a siégé au bout de la table, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On avait nos places attitrées, il était au bout de la table, à côté de ma grand-mère. Ma mère était à côté de ma grand-mère, mon père à côté de mon grand-père, j'étais à côté de mon papa et ma sœur à côté de ma maman. Ouais, tu vois. Sur la table ovale. Ouais. Je l'imagine très bien. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je l'imagine très bien. Ta sœur arrive. J'ai cru comprendre que vous avez un lien très fusionnel avec ta sœur. Oui. Est-ce que ça a été le cas dès le départ ? Je crois pas. Alors, enfant, oui, je pense qu'on était très copines, on n'a que 2 ans et demi d'écart, donc il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont cru longtemps, et pourtant on ne se ressemble pas. Enfin, en tout cas, enfant, maintenant on nous dit parfois, parce que au niveau du poids de chacune, on s'est rattrapé l'une l'autre, on a des lunettes, etc. Donc on nous dit parfois qu'on se ressemble, mais enfant, on ne se ressemblait absolument pas, mais il y a énormément de gens de notre ville, y compris ma belle-mère, qui ne l'a appris que quand je me suis mise avec Mathieu, qu'ils pensaient qu'on était jumelles. Parce que ma maman nous habillait souvent pareil, nous coiffait souvent pareil, etc. Ma sœur était très blonde, moi j'étais plutôt très brune, donc ça n'avait rien à voir, et elle était plus petite que moi, hein, vraiment en taille, mais bon, les gens ont pensé qu'on était jumelles souvent. Et enfant, je pense qu'on a été très copines, etc. Bien que je pense que ça, ce soit mon point de vue. Mais je pense que si tu demandais à ma sœur, elle te dirait que c'était moi qui commandais et il fallait qu'elle suive et qu'elle n'avait pas le choix. Ado, on s'est beaucoup disputé. On s'est beaucoup fâchés. On s'est beaucoup fait de mal. On se battait. Ah ouais, physiquement ? Ouais. D'accord. Alors, pas tous les jours, mais il y a eu des fois où on s'est battus. Il y a eu des fois où on s'est dit des grosses vacheries pas vraiment gentilles. Et après ça, tout d'un coup... c'est devenu comme ça, c'est devenu mon autre, enfin, c'était pas possible sans elle, quoi. Enfin, je voyais pas, je saurais pas dire comment c'est venu. Je pense peut-être avec la séparation de nos parents, ou je sais pas. Donc quand t'étais déjà jeune adulte ? Ouais, je pense que, alors, on a été des ados complices aussi, hein. On sortait ensemble, on faisait tout ensemble, hein. Moi, quand j'ai eu mon permis à 18 ans, ma soeur, elle a eu le droit de sortir quand moi j'ai eu mon permis. Et donc, je l'amenais partout. Ses potes, c'était mes potes, et mes potes, c'était ses potes, et on se préparait ensemble avant de sortir. Elle me coiffait, voilà, donc ça, on ne faisait pas que se battre. Hein. Ouais. Donc, je pense que plutôt... Alors, quand on se chamaillait, je pense qu'on était plutôt jeunes ados, et je pense que vers nos 16, mes 16 ans, on a commencé à devenir... à faire quasiment tout ensemble. Et puis après, voilà, c'est... Ça a continué, ça continue encore. Et ça continue encore. Comment tu qualifierais le lien que tu as avec ta maman ? Je sais pas dire, je sais pas, c'est ma mère, quoi. En fait, je sais pas. J'arrive pas à le décrire, mais c'est... souvent, les gens disent à ma mère, oui, il faudrait que tu coupes le cordon, c'est bon, elles sont adultes. Et maintenant, elle ose répondre, ben non, en fait. Non, ça marche pas comme ça chez nous, quoi. Pourquoi couper quelque chose, en fait. Donc, je dirais que la relation, elle est fusionnelle, mais ça depuis toujours. C'est-à-dire que moi, dès la 6e, à l'époque des cabines téléphoniques, j'appelais ma mère tous les jours entre midi et 2. Tous les jours. Est-ce que t'as pas eu à un moment un besoin d'émancipation ? J'ai eu une crise d'ado pas très cool, hein, je pense, honnêtement. Pareil, je disais des vacheries quand même pas très sympas. J'ai eu... il y a eu des moments où, quand je suis partie... aux États-Unis, c'était aussi pour me trouver moi, pour me montrer que moi, j'étais capable de faire ça toute seule, d'exister sans avoir elle. peur, et sans que ma mère ou ma sœur
soit là pour valider ou pour... En fait, quand je suis arrivée sur le sol américain, j'étais déjà allée en voyage scolaire, je me suis dit, mais en fait, t'es capable de faire ça, quoi. T'es capable de prendre l'avion toute seule. Et ça, c'est un beau cadeau que je me suis fait et qu'elles m'ont fait aussi. C'est qu'en fait, du coup, je pense que si maintenant je suis comme je suis, c'est aussi grâce à ces instants d'émancipation où je me suis dit, attends, je vis pas que à travers elle, je suis aussi capable toute seule. Et je pense que quand même, j'ai ce caractère-là. Ma sœur est moins comme ça. Ma sœur est plus... Je pense qu'on l'a plus protégée, et moi y compris. Ouais. Donc, parce qu'elle était la petite dernière. Voilà, donc elle est plus... Maintenant, je pense qu'elle pourrait partir, par exemple. Ouais. Si elle avait l'occasion... mais après, je veux pas parler pour elle, mais je pense que maintenant, elle pourrait dire, allez, oui, on va vivre, je sais pas où. Voilà, je pense qu'elle en serait capable. Ouais. Avant, je pense que moins. Elle était plus dépendante, c'est pas joli à dire, mais dépendante. Ouais, elle était plus attachée. Plus attachée, voilà. Ouais. Après, moi, je suis très attachée, mais j'ai cette capacité de vivre ma vie aussi. Ouais. Mais tout en ayant un petit bout quand même. Mais quand même, de toute façon... Voilà. Il y a une chanson de Goldman qui dit ça, c'est là que tu reviens et que tu finiras, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait penser, tu sais, un petit peu au doudou là, qui existe pour les enfants quand ils font leur première rentrée scolaire, où t'as des petits cœurs et tu donnes un petit cœur à l'enfant quand il part et puis tu le reposes quand il... C'est un peu ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, je t'ai posé toutes ces questions pour faire un bon micmac aujourd'hui. Comment ça se passe quand tu décides de te mettre donc, dans cette relation avec Mathieu? Ouais. Comment il fait pour entrer dans ce clan de femmes? Eh bien, chez nous, en fait, on adopte très facilement. Ouais. Donc, il n'y a pas eu du tout de réticence. Ma sœur, peut-être, au début, m'a dit « Ouais, il te dit ça, alors que vous... » Parce que bon, c'est une petite ville, donc on se connaît tous. On se connaît tous, on sait avec qui il est sorti, on sait avec qui je suis sortie, on sait machin, enfin voilà, on sait tout ça. Donc ma sœur me dit « Ouais, il te dit ça maintenant, mais bon, c'est bizarre, parce que vous avez quand même été déjà ensemble, et ça n'a jamais marché. » Enfin voilà, elle a joué son rôle de sœur en me mettant en garde. Mais après, il n'y a eu aucune entrave, en fait. D'autant que quand j'ai posé le pied à l'aéroport de Toulouse, chose que je n'imaginais pas du tout, Mathieu était là avec mes parents, alors qu'on n'était pas vraiment en relation... Enfin, c'était pas officiel. Tout le monde savait qu'on avait cette relation à distance et que voilà, mais personne misait trop un copec sur le fait que à mon retour, ça allait durer. Enfin, ils savaient pas trop, quoi. Ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. C'est pas classique. Il était là, très mal à l'aise, mais il était là. Et c'est dans cet aéroport que j'ai rencontré ma fille pour la première fois. Et aussi, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ouais. Mais ma sœur connaissait Mathieu et en fait, il a été tout de suite... je fais le geste avec la main, mais il a tout de suite été inclus. Personne n'a fait comme s'il n'était pas là, voilà. Et quand il s'est agi de partir de l'aéroport, mes parents m'ont dit... Enfin, il y avait mes deux parents, malgré qu'ils soient séparés, mais ça aussi, chez nous, c'est... ils ont dit, avec qui tu rentres, du coup? Et donc, moi, j'étais là, en fait, je ne sais pas. T'as dû choisir. Voilà. Et Mathieu a pris ma valise et il a dit, non, mais maintenant que t'es là, moi, je m'occupe de toi. Donc en fait, on va passer à mon appart, tu peux te doucher si tu veux, puis après, on ira chez tes parents, je te déposerai chez tes parents, etc. Donc, je pense que le fait que aussi Mathieu, il me prenne en charge, en fait, tu vois que... Il a montré sa place. Il a montré sa place tout de suite, en douceur, mais tout de suite. Du coup, je pense qu'en fait, il n'y a pas eu de sujet, c'était comme ça. Je pense qu'il a peut-être voulu montrer que c'était pas pour déconner, quoi. Ouais, peut-être. Il faudrait lui demander, mais peut-être. Ça donne cet effet. Tu vois, en te le disant, je conscientise le truc, mais en fait, j'ai jamais cherché à savoir ça. Mais oui, peut-être qu'il leur a. Et peut-être que pour eux, du coup, c'était OK, quoi. Voilà, OK, c'est son. C'est toi, alors. Voilà, c'est son copain, OK. Ouais. Et en fait, voilà, ça a jamais été un sujet. Voilà, ça a été normal tout de suite. Ouais. Mais en fait, c'est un trait. Alors, je sais pas si ça va être très clair ce que je dis, mais c'est un trait très fort chez nous. C'est-à-dire que, je le dis sincèrement, on adopte très vite les gens. C'est-à-dire que nous, on donne. D'ailleurs, Mathieu me dit souvent que c'est trop, mais on donne beaucoup très vite si on aime ou si on apprécie la personne qu'on a en face. Et comme on n'est pas des gens très. Enfin, on voit le bon en face de nous, donc pour nous, c'est pas un sujet, en fait. J'ai senti beaucoup plus de réticence du côté de Mathieu, qui, lui, n'avait jamais présenté quelqu'un à ses parents. Et j'étais la première à être présentée au premier repas de famille, et clairement, j'étais pas invitée. Ouais. Tu vois ?
C'était quelques mois après que je sois rentrée. Il n'a pas souhaité que je vienne parce que pour lui, c'était trop tôt, trop vite, etc. Ma sœur a baptisé Tess 1 mois plus tard. Il est venu. Parce que chez nous, c'est juste... normal, voilà, c'est normal. Et voilà, c'est tout. C'est un trait de notre famille. De votre famille, ouais. C'est marrant que tu évoques Tess, parce que je voulais en revenir. Ta sœur a une petite fille. Oui. Et pas moi. Mais arrête, tu vois où je veux en venir. Bah oui. La question n'est pas là. Ta sœur a une petite fille. Une grande fille, alors. Ouais, oui, alors aujourd'hui, c'est une grande demi. fille, mais à l'époque, c'était un petit bébé. Oui. Comment elle a été accueillie, cette petite fille? Comment elle a été accueillie, cette nouvelle? Qu'est-ce que ça t'a fait à toi de voir ta sœur devenir maman? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, moi, j'étais loin quand Tess est née. J'étais de l'autre côté de l'océan, donc j'en prenais mon parti, puisque ma sœur m'avait dit, vas-y. J'ai essayé de pas trop me dire que j'avais mal fait ou que c'était pas bien de pas être là. J'ai appris la naissance de Tess le matin, il faisait très chaud. J'étais très très heureuse pour ma sœur, j'étais très fière d'elle en fait. Je crois que c'est ça, j'étais fière d'elle. Qu'elle devienne maman, même elle a eu sa fille assez jeune en plus, donc j'étais hyper fière en fait. C'est pareil, ça a pas été un sujet, c'était juste normal. Ouais. Et en fait, bon, j'ai beaucoup pleuré bien sûr parce que je pouvais pas être là. Et je disais à tout le monde, oui, mais en fait, tout le monde va la prendre dans ses bras et pas moi. Et moi, elle me connaîtra pas. Et tout le monde me disait, mais attends, mais quand tu rentreras, elle aura que 3 mois. Donc, tu lui raconteras où t'étais, tu lui raconteras pourquoi t'étais pas là. Et ça, c'est pas grave, quoi. Et donc, en fait, j'ai rencontré Tess dans un aéroport. Ça a été le coup de foudre de ma vie, même plus fort que mes enfants. Ouais. Et voilà. Parce que bon, je fais genre, mais je sais un peu parce que je te suis sur les réseaux sociaux, donc forcément. Mais vous avez une relation qui est hyper fusionnelle. Tu es la marraine de cette petite fille. C'était important pour toi, ça? Oui. Et je faisais que dire à ma sœur, c'est moi, hein, la marraine, tu vas me demander à moi. Et elle m'a, jusqu'au jour où elle m'a demandé, elle m'a toujours dit, attends, mais je sais pas. En fait, elle a pas lâché le morceau, alors que moi, je me disais, mais putain, mais à qui elle peut demander d'autre? Ça peut être que moi. Enfin, pour moi, c'était pas possible autrement, quoi. Et donc, évidemment, quand elle m'a demandé, c'était oui tout de suite. Et par contre, c'est ma filleule, quoi. Je dis souvent que c'est ma presque fille, mais c'est vraiment ça, parce que pendant 5 ans, elle a été toute seule. Et ma sœur s'est séparée très tôt du papa de sa fille aussi. Donc, en fait, ça a été vraiment... même si Tess elle a une très belle relation avec son papa, ça se passe très bien entre eux, etc. Mais nous, avec ma maman, on a tout de suite fait un bloc autour de tout ça, quoi. C'était vraiment... Pour la protéger, quoi. Ouais, ma sœur et ma fille, et Tess. Un peu comme ta grand-mère vous a protégé quand ta maman était enceinte de ta sœur, par exemple. Pareil. Il y a toujours cet instinct de... c'est ça. Voilà. Et puis en plus, comme c'était une fille, enfin, je sais pas... Je pense que ça joue beaucoup. Ça a agrandi le clan, t'as cette transgénérationnelle. Et quand ma sœur s'est séparée du papa de sa fille, elles ont vécu quelques temps chez ma maman, le temps qu'elle trouve un logement pour elle. Et je pense que ça a marqué Tess profondément. Et du coup, elle est très, très attachée à ma maman, comme moi, j'ai pu l'être à ma grand-mère. Ouais, carrément. Tu en as parlé un petit peu et on va en revenir. Et je pense qu'on va sortir les mouchoirs. Mais tu es maman de 2 petits garçons. Oui. Et ben, ça va me faire pleurer aussi. Est-ce que, quand tu attendais tes enfants, est-ce que tu as tenu à connaître le sexe des bébés? Pourquoi? Parce que je voulais pas être déçue. Tiens, ils sont là pour... Je m'en donnerai un. En fait, j'ai tenu à connaître le sexe de mes enfants parce que je ne voulais pas... Pour Marius, j'ai voulu connaître le sexe parce que je voulais me préparer à l'accueillir en tant que garçon ou en tant que fille. J'avais pas d'attente particulière, même si... Attends, c'est compliqué. C'est un peu comme une séance de thérapie. Hein. J'aurais peut-être dû te prévenir avant. Bon, je m'en doutais un peu. J'imaginais que j'aurais d'autres enfants. Donc, voilà. C'était un projet pour toi d'avoir une famille de plusieurs enfants. L'enjeu n'était pas fort sur le fait que ce soit une fille ou un garçon. C'était le fait qu'il aille bien et qu'on ait un bébé. Et voilà. Mais j'ai quand même voulu connaître son sexe pour préparer sa venue, le préparer sa venue en tant que garçon ou en tant que fille, choisir son prénom, etc. C'était plus d'ordre organisationnel, bizarrement. Pratique, Pratique, voilà. Pour Martin, j'ai voulu connaître son sexe pour pas être déçue. Tu sais, c'est pas grave, hein, t'as le droit. Hein. Ouais, puis tu lui expliqueras ou si c'est pas déjà fait. Tu vois. C'est expliqué. Voilà. Même pour moi, c'est plus un sujet en fait, mais c'est compliqué à dire. Mais je vais le raconter parce que je crois que c'est important. Ouais. Parce que je pense que t'as pas la seule à avoir eu cette déception, que ce soit d'un sens comme de l'autre.
Et du coup, je voulais pas être déçue le jour de sa naissance. En fait, je voulais être déçue avant. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, le jour où on a su que c'était un garçon, ça a été très dur pendant 2 heures après la nouvelle. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que j'étais pas déçue de mon garçon, Ouais. en fait. J'étais déçue de pas avoir une fille. Mais j'étais pas déçue de mon petit garçon. Ouais. C'est une différence qui est quand même assez énorme. C'est une très grande... Ouais. Ouais. C'est, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, mais c'est une copine qui m'a fait cadeau de de ces mots-là parce qu'elle savait, elle savait à quel point c'était un enjeu important pour moi. Et elle m'a dit, tu sais, t'es déçue de ne pas avoir de fille, mais tu n'es pas déçue de ton petit garçon. Ouais. Et ça, c'est vrai. Donc, mes garçons savent que j'aurais aimé, ou que j'aimerais, parce que peut-être un jour, je sais pas. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais qui me ferait pleurer aussi, je pense. Mais mes garçons savent que j'aurais adoré avoir une fille. Ils savent aussi que si un jour on a notre enfant, j'aimerais que ce soit une fille. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis en paix avec le fait de ne pas en avoir, en fait. Ouais. Même si c'est encore un peu, tu vois, émotionnellement compliqué. Mais pour moi, c'était dur de ne pas pouvoir transmettre. De ne pas avoir finalement ce rôle dans cette transgénération, même si il est là aussi, mais différemment. C'est ça, exactement. En fait. C'était compliqué, ouais. Est-ce que tu sentais, pendant tes grossesses, est-ce que tu le savais au fond que c'était pas des filles ? Oui. Sincèrement, je pense que oui. Je savais que c'était pas des filles. Enfin, Marius, je savais. Enfin, tout de suite, je me suis dit, je sais pas. Ouais. Je me suis dit que j'attendais un garçon. Je sais pas pourquoi. Et Martin, je le disais pas, mais je savais que c'était pas une fille. C'était une surprise sans surprise. Voilà, quoi. c'est ça. C'était juste une confirmation. Il fallait que ce soit confirmé, mais je savais. Et donc, quand on est sorti de l'échographie, je pense que Mathieu, il mesurait pas du tout ce que ça pouvait me faire. Et il arrêtait pas de me parler. Et on était dans une salle d'attente et je voulais pas pleurer parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui viennent et qui apprennent des mauvaises nouvelles. Et nous, c'était pas une mauvaise nouvelle. Donc, voilà. Et donc, je voulais pas pleurer. Et il faisait que me parler et je lui disais arrête s'il te plaît de me parler. Et il me dit mais quoi ? Je dis arrête parce que je vais pleurer, je peux pas. Et en fait j'ai pleuré à la sortie et je lui ai expliqué, il a très bien compris et je lui ai dit je suis pas déçue du tout, je suis contente, il va bien, Marius il va avoir un petit frère, c'est génial, c'est juste que il faut que je faut le temps que tu processes, quoi. Et il faut que je processe. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré, je te dis, quelques heures. On a été manger au resto. J'ai pleuré un bon coup. Je pense que les serveurs, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à pleurer. La femme enceinte, elle se fait larguer. Il fallait que ça sorte vraiment très fort. Ouais. D'autant qu'évidemment, on a annoncé ça tout de suite à tout le monde et que ma sœur m'a répondu, je sais dans quel état tu dois être, mais ne t'en fais pas. Tess est là. Tu as une fille quand même. Donc, au-delà de ça... c'était peut-être un peu maladroit, mais elle m'a dit, même si t'as que des garçons, mais t'as quand même Tess, voilà. Elle me prête sa fille. C'est sympa. C'est sympa, de sa part. Bah oui. Et puis bon, c'est un peu libérateur. Je trouve ça un peu égoïste. Genre, vas-y, prends-la, en plus. Bon, après, Tess, elle a un petit frère qui est aussi, que j'aime énormément aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Tess, c'est quand même... c'est la première et c'est la suite de nous. En fait. Ouais, c'est ça. Je pense. C'est ça, complètement. Enfin, c'est en tout cas ce que je ressens, moi, sans être là et à distance via ce que tu transmets. Et ce que ta sœur transmet, parce que je la suis aussi. Oui. Mais ouais, je comprends la difficulté. Et Mathieu, lui, il n'avait pas de préférence entre une fille et un garçon ? Non. Et en plus, Mathieu, il est enfant unique. Ah oui, d'accord. Et il vient d'une famille où sa génération à lui, donc ses cousins, ce ne sont que des garçons. Et la génération du dessus, son papa et ses frères, ce ne sont que des garçons. D'accord. Donc, pour lui, c'était une suite logique. Il n'avait pas de préférence. Je pense qu'il était super content d'avoir des garçons. Ouais. Au-delà, enfin voilà. Même s'il a jamais, verbalisé que c'était ce qu'il préférait. Je lui ai toujours dit que je trouverais ça génial qu'il sache ce que ça fait d'avoir une fille. Mais bon, après, ça, on ne peut pas choisir. Et non, il n'avait pas... Non. Je pense pas que ce soit... pour lui, c'était pas un sujet, quoi. Lui, son obsession, c'était qu'ils aillent bien et que j'aille bien. Le reste, et en fait, c'est ça qui importe. Hein, mais du coup, moi, j'avais cette petite ficelle qui me reliait à d'autres choses. Et du coup, c'était compliqué de faire le deuil de ça, en fait. Parce que c'était ça, en fait. Ouais, c'est un deuil, oui, c'est clair.
Tout à l'heure, tu disais que la maternité, finalement, n'était pas ce que tu attendais. En quoi ça a été compliqué ? Alors, Marius est arrivé 1 mois avant le terme, donc j'ai perdu les os en rigolant. En fait, j'ai eu un très gros fou rire, et après j'ai perdu les os, donc je ne sais pas. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas... Peut-être qu'il s'est dit « Ah, ça leur ressemble pas là-bas, allez, c'est ça. Et donc, j'ai perdu les os. En fait, on n'était pas du tout prêts parce que c'était pas le moment, mais bon, c'était pas grave. On est quand même partis à la maternité en se disant on va bien voir. C'est pour maintenant, quoi. Donc, on allait rencontrer notre petit garçon et on était super contents. Et en fait, ça a duré très longtemps. Et ça a fini en césarienne parce que ça a duré trop longtemps. Quand on m'a annoncé la césarienne, honnêtement, je l'ai pas mal vécu parce que de toute façon, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. J'étais très fatiguée. On avait hâte de le voir parce que là, en fait, c'était trop dur physiquement et mentalement, en fait. Ça a duré 37 heures sans péri, avec des contractions très très fortes et un col qui se dilatait pas. Donc en fait, voilà, c'était très frustrant. C'était pas du tout un bon souvenir. Ouais. Donc moi qui comptais accoucher sans péridurale, tu vois déjà ça c'est fait. Quand on m'a annoncé donc la césarienne, franchement je l'ai pas tellement dit vous ça va, vous pleurez pas. Je dis non, là franchement allez-y quoi, sortez-le. Je pense que j'étais tellement fatiguée que j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait. Mais bon voilà, c'était dans le tourbillon du truc. Voilà, j'étais un peu dans les vapes parce qu'on m'a monté évidemment la péri. Pour pas que je sente, etc. Moi, ma seule question, c'était est-ce que mon mari peut venir avec moi ? Quand on m'a dit oui, après, il pouvait faire ce qu'il voulait tant qu'il était avec moi, c'était pas grave. Et en fait, Marius, je pense, je lui dis souvent, mais je le pense sincèrement, il était pas prêt à sortir, en fait. Ouais. C'est juste ça, quoi. C'était pas maintenant. C'était pas son moment. Voilà. Donc, il voulait pas téter, c'était compliqué. C'était pas un petit bébé parce qu'il faisait 3 kilos, plus de 3 kilos. Donc, un mois avant, c'est pas mal. Pas mal. Mais il tétait pas bien, donc il perdait du poids. Puis moi, j'arrivais pas à l'allaiter comme il faut. Et puis, j'arrivais pas à trouver de position. Et puis, ça me faisait mal. Et puis, je comprenais pas pourquoi moi, j'y arrivais pas. Et les autres, oui. Et les sages-femmes, elles venaient. Et puis, une, elle me disait, mettez-vous comme ça. Et l'autre, elle me disait, mettez-vous comme ça. Et une, elle me disait, prenez des bouts de sein. Et l'autre, elle me disait, ne prenez pas de bouts de sein, ça va mal l'habituer. Et puis, voilà. Donc, en fait... C'était trop. Ouais. C'était trop. Et puis, je pense sincèrement que je n'ai pas vécu cette rencontre magique qui est dans l'inconscient collectif. Tu vois ton bébé, c'est l'amour de ta vie. J'ai vu mon bébé, bien sûr que je l'ai aimé tout de suite et que j'avais vraiment pas envie de le laisser. Mais j'avais toujours l'impression qu'on allait venir me le prendre, en fait. Qu'il n'était pas à moi et que c'était pas... tu vois, c'était un peu... C'était pas toi qui avais donné naissance à cet enfant, en fait. Que c'était un peu irréel, en fait, il était là, mais tu vois, c'était... Tu sais pas comment. On sait pas trop comment, c'est ça. Mais peut-être parce que c'est un peu lié avec le fait que tu n'as rien senti et ce genre de choses. Et Mathieu, lui, par contre, lui, ça a été ça pour lui. Ah ouais ? Ouais. Alors qu'il voulait pas d'enfant, je le rappelle. Ouais. Il a été tout de suite très amoureux de son fils, je sais qu'on était obligé de lui donner un peu de lait à la pipette parce que il prenait pas bien au sein, etc. Donc Mathieu était trop content de le nourrir comme ça et tout. Et puis en fait, on est rentré à la maison et en fait, j'étais paumée, quoi. Ouais. Le jour où on est rentré, il pleuvait. Et Mathieu a dû repartir au boulot, mais quelques heures, et en fait, c'était horrible. Et ma mère m'a appelée et elle m'a dit, t'as envie de pleurer là ? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, vas-y, parce qu'il faut pas que tu... Que tu gardes ça, ouais. Faut pas que tu gardes ça, il faut pas que tu... Voilà, faut que tu lâches le truc, quoi. Donc j'ai beaucoup pleuré avec mon fils dans les bras. Et après, il y a eu les soins post-césarienne, donc voilà. Médecin qui voulait pas me prescrire d'infirmière tous les jours, donc c'est Mathieu qui me faisait mes... Ah oui ? Ouais, mes pansements. Une cicatrisation qui se faisait pas bien sur un côté, donc voilà. Bon, bref, c'était en soi rien de grave, mais c'était quand même l'accumulation c'était quand même pas des conditions hyper optimales. Mais on avait un petit garçon quand même super cool. Il était tout le temps dans la pièce à vivre. L'infirmière qui venait, elle me disait « Vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire. » Donc en fait, ça c'était cool. Ouais. On l'avait tout le temps dessus. Enfin, moi, je l'avais tout le temps dessus. Et pourtant, tu vois, je me sentais pas bien. Mais voilà, c'était... Je continuais à m'acharner à l'allaiter. Et j'y arrivais pas. Et ça me faisait mal. Et je pleurais de douleur. Et au bout de 2 mois, je tirais mon lait. Enfin, c'était un enfer. La logistique du tirage. Ouais, c'était vraiment pour moi un enfer. Vraiment. Je m'y retrouvais pas du tout.
On est loin de l'image de la Madone qui... Mais je pense que c'est hyper important de le dire. En fait, je le dis souvent autour de moi, sans pleurer, c'est juré, mais je le dis souvent, que c'est pas une fin en soi et que c'est pas grave si... En fait, l'allaitement, c'est naturel, mais c'est pas inné. C'est ça. C'est que quand même, tu peux pas le faire comme ça sans connaissance. C'est ça. Et moi, ça, on me l'a pas Après, dit. aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de ressources qu'à l'époque. Parce que c'était pas il y a si longtemps que ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai envie de te dire, en 2015, quand Marius est né, c'était le grand comeback de tout ce qui était naturel. C'était le début. Et en fait, il y avait beaucoup de pression. Même quand on cherchait de l'aide. Je pense qu'aujourd'hui, tu cherches de l'aide sur les réseaux sociaux, tu vas trouver de la bienveillance et on va peut-être te dire, ben ouais, t'es pas toute seule. Sauf qu'à l'époque, quand tu cherchais de l'aide sur les forums ou sur les trucs comme ça, on te disait, mais en fait, c'est toi qui va pas, quoi. Il faut que tu serres les dents, il faut que tu l'allaites, c'est mieux. Enfin, voilà. Et donc, c'est Mathieu, un jour, qui m'a dit, là, c'est stop. Tu pleures, enfin, tu lui donnes à manger, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne devrais pas avoir peur de nourrir Marius. Donc maintenant, c'est stop. On va chez le pédiatre, on explique qu'on arrête l'allaitement. De toute façon, ça te convient pas. Et ça ne convient certainement pas à Marius. Et c'est pas bon pour lui. Donc maintenant, c'est stop. Il me dit, parce que là, tu deviens un zombie. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps, ton corps et de mettre Marius au sein, de lui changer ses couches. C'était très technique, quoi. Ouais. Mais toi, t'étais pas là. Émotionnellement, c'était compliqué. C'est ça. Et un jour, j'ai réussi à lui verbaliser un truc. Et en fait, je pense que c'est sa réaction qui m'a... Et je lui ai dit, j'ai l'impression de ne pas être sa mère. Et bon, il m'a dit, mais qu'est-ce que... Enfin, il me dit, mais bien sûr que si, t'es sa mère. Il n'y a personne d'autre qui peut être sa mère. C'est toi. C'est toi, sa mère. Et en fait, le fait de l'avoir dit déjà... de l'avoir c'est sorti, bah après ça m'a aidé à dépasser ça et en fait j'ai été à la rencontre de mon fils, quoi. Donc petit à petit. Je connais bien cette façon de faire. Quel rôle ont eu ta maman et ta sœur dans ta nouvelle maternité? Elles ont été très présentes. Ma sœur, évidemment, ma sœur m'a demandé, moi je suis restée 5 jours à la maternité, j'ai accouché un jeudi et je suis sortie un mardi. Et donc le lundi, tout le monde reprenait le boulot plus ou moins. Mathieu, il bossait, donc il pouvait pas être avec moi. Et ma sœur ça m'a fait sourire parce que elle m'a demandé l'autorisation de venir passer la journée avec moi. Et je lui ai dit, évidemment, tu peux venir. Plutôt oui, quand même, tu vois. Ça m'évitera d'être toute seule. Et en fait, elle était un amour de mon fils, donc elle l'a beaucoup porté. Ma sœur adore les bébés. Elle travaille parfois en crèche et bon, c'est pas étonnant. Elle adore les bébés, donc je pense que elle se serait rêvée sage-femme ou auxiliaire de puériculture. Donc voilà, elle adore les bébés, mais c'est vrai qu'elle a été très présente. Elle m'a aussi dit, tu sais, je l'ai jamais dit, mais quand j'ai allaité Tess, ça a été un enfer. C'est quand même fou tout ça, ce truc de... On le dit après. Ouais. Par peur, certainement, d'effrayer. Moi, je le dis maintenant, tout le temps. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça, d'ailleurs, moi aussi, parce que je trouvais ça d'une telle injustice qu'on ne nous prévienne pas. Ouais, c'est pas juste. Alors que maman, elles sont passées par là, quoi. Voilà. Et ma maman nous a dit que elle aussi, ça lui faisait mal et qu'elle nous avait pas allaité longtemps parce qu'à l'époque déjà ça se faisait plus. Pas forcément. Voilà. Et qu'en fait pour elle ça avait pas été super cool de nous allaiter, quoi. Elle l'avait fait parce que voilà, quoi. C'était comme ça. Et ma sœur a allaité Tess, je pense autant que j'ai allaité Marius. Et j'ai souvenir de ma sœur jeune maman et elle aussi était l'ombre un peu d'elle-même. Donc, mais c'était pas verbalisé. Non. À aucun moment. Non. Mais parce que je pense qu'il y a aussi ce mythe derrière les mères qui doivent tout assurer. Oui, clairement, c'est ça. Mais ça nous colle à la peau. Enfin, moi j'ai beau en être consciente, encore. Enfin, voilà, c'est dans nos. C'est dans notre ADN, dans notre gène et dans la société. C'est tellement imprégné dans notre société que c'est très compliqué d'aller à l'encontre de ça. Mais oui, c'est quand même moi qui prends les rendez-vous chez le médecin, c'est moi qui les amène. Et pour autant, je travaille, même si je travaille chez moi, je travaille quand même autant que mon époux. Donc voilà, mais ça c'est... Mais lui, il est reparti au travail, il t'a laissé seule directement. Et c'est pas de sa faute, non, c'est pas une accusation, c'est juste que c'était comme ça à ce moment-là. Lui, il est reparti au travail, voilà, il a pris son congé de paternité, enfin c'est quelques jours de congé paternité, parce qu'à l'époque, c'était pas énorme. Pour les deux, il a été très présent, surtout pour Martin. J'ai eu une deuxième césarienne, donc il a fallu aussi que... Puis bon, il y avait Marius. Voilà, il a fallu assurer
doublement parce que j'étais plus fatiguée et puis on avait un petit, donc Marius il me sollicitait quand même aussi, juste sa maman, donc c'est normal. Il était trop content d'avoir un petit frère, mais il avait aussi besoin de sa maman. C'est difficile pour eux aussi. Voilà, donc Mathieu a été plus bouleversé par l'arrivée de Martin et paniqué, en fait, que par l'arrivée de Marius. Et moi, ça a été l'extrême opposé, en fait. Ah ouais. Martin, ça a été normal tout de suite, en fait. Avec cette première expérience, pour toi, ça a été une évidence de refaire un deuxième enfant? Oui, c'était pas un sujet pour moi. Non. Je voulais pas un enfant unique. Je me suis même pas dit, pétard, tu vas peut-être avoir une autre césarienne ou alors ça va peut-être mal se passer. Ça, je me le suis dit quand j'ai eu une contraction et que j'y suis allée, tu vois. Mais c'est pour moi, en tout cas, même si je l'ai peut-être repensé, ça m'a pas freinée. Je me suis pas dit, mais non, je veux pas revivre ça. Non, c'était ancré, c'était un vrai désir, quoi. Et c'est pas pour rien qu'ils ont le même écart que ma sœur et moi aussi. Oh moi, je pense que dans tout ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Je t'ai pas demandé, mais est-ce que ta maman a une sœur ou un frère? Ma maman a 3 frères. Il y a toujours un temps. Ouais. Elle a 3 frères. C'est la seconde de la fratrie. Ouais. Elle a un frère aîné, puis elle a 2 petits frères derrière elle. C'est marrant. Mais c'est la seule fille. Ouais, mais quand je vois les 4 enfants là qu'il y a, les derniers de la génération, c'est aussi une fille et 3 garçons. Ouais, c'est ça. Oh là là. Hein? Mais ça va bientôt changer parce que ma sœur attend son 3e bébé. C'est chouette. Donc ça va bientôt changer. On ne sait pas dans quelle configuration, on le saura bientôt. Ouais. On est tous là en train de se dire est-ce que ça va être une fille ou un garçon. Voilà. Trop chouette. Donc du coup, tu disais qu'avec Martin, c'était différent. Est-ce que ça a été différent dès la grossesse? Non, parce que mes 2 grossesses, moi j'adore être enceinte. Donc en fait... Pour moi, j'ai pas du tout mal vécu mes grossesses. J'ai été fatiguée au début, comme beaucoup de futures mamans, mais j'ai adoré être enceinte. J'adore être enceinte. Les 2 grossesses se sont très bien passées. Pour Martin, j'ai eu un vrai travail qui s'est déclenché tout seul, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu les os. J'ai eu des contractions très tôt un matin. Et j'ai vraiment cru au truc. Je me suis dit, cette fois, ça va se passer comme j'ai envie, quoi. Parce que les contractions sont arrivées, elles se sont intensifiées, donc c'était vraiment comme dans les livres, tu vois, c'était vraiment, je suis en train de vivre le truc comme tout le monde. En fait, c'est pas juste, je perds les os parce que tout d'un coup, là, on sait pas pourquoi. Et donc, en fait, on est allé à la maternité, c'était loin d'être... c'est pas le moment. C'était pas du tout le moment, mais ils m'ont gardé parce que quand on a un utérus cicatriciel... faut faire attention. Il faut faire attention, ils évitent... ils nous renvoient pas à la maison, en général. Donc, elle m'a dit, vous savez, ça va être long, mais on va vous garder. Et là, j'ai commencé à paniquer. Parce que j'ai dit à Mathieu, ça va recommencer. Je sais, ça va recommencer. Je lui ai dit, ça va faire comme Marius. Et moi, je veux pas souffrir pendant 2 jours. C'est non. Et j'avais pas demandé de césarienne. Mais il faut savoir que, en tout cas, à l'époque où j'ai eu Martin, en 2018, quand tu as déjà eu une césarienne, même si tu l'as pas demandé avant, tu peux à n'importe quel moment dire stop, je veux une césarienne. T'as la carte césarienne. Parce qu'en fait, comme ton utérus est fragilisé, si la maman demande la césarienne, ils peuvent essayer de te convaincre d'attendre, mais normalement quand tu demandes, voilà. Et donc comme ça durait, Mathieu m'a dit bon, cette fois on va quand même pas subir, on va se bouger. Donc il m'a fait marcher, il m'a fait monter les étages de l'hôpital entre 2 contractions. Il me disait tu peux y arriver, on va y arriver, coach, tu vois, à le faire à ce qu'il appuie, à ce que ça se dilate, quoi, tu vois, à ce qu'il s'appuie, à ce que le travail se mette, à ce qu'il s'engage, etc. Donc je suis arrivée très tôt, je suis arrivée le matin vers 8h et vers 20h ça a commencé à être intenable, je pouvais plus parler, c'était vraiment, j'avais plus de pause entre les contractions. Et là, j'ai dit à Mathieu, je veux plus là, je veux une péri maintenant ou alors une césarienne, mais là, je veux pas, en fait. Je veux pas que ça recommence. Parce qu'en fait, je pense qu'il avait très peur que je puisse pas accueillir mon bébé dans de bonnes conditions aussi. Et j'ai dit, si j'ai pas une péridurale maintenant, je veux une césarienne. Donc là, un peu panique à bord, elle a fait venir l'interne de garde qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous voulez une césarienne. Je dis, c'est ça, je veux une péridurale. Je veux bien continuer d'essayer, mais je veux une péridurale. Alors moi, Mathieu, qui est toujours... On est une équipe, je le dis souvent, mais dans des moments comme ça, on se prend beaucoup le chou tous les deux, on se chamaille, mais dans des moments comme ça, on est toujours très, très soudés. Et il lui a dit, bon, écoutez, c'est notre second bébé, on sait, on a vécu une première fois, elle sait, elle se connaît aussi, et elle est en train de revivre un truc qu'elle veut pas vivre, donc... ne lui racontez pas que ça va aller et qu'elle sera à 10 dans 5 minutes. Parce qu'elle sait que non, en fait. Parce que depuis ce matin, elle était toujours à 2. Parce que ça n'avait pas encore évolué, non. Okay. Et donc là, je voyais... c'est pour ça qu'il ne voulait pas te mettre la péridurale. Oui, tout à fait, ouais.
Et donc, je voyais le truc se répéter. Je me suis dit, c'est bon, quoi. Si c'est pour finir en césarienne, autant y aller. Et puis, c'est tout. Moi, je veux pas m'infliger. Et donc, elle m'a dit, bon, je vais voir si on peut vous mettre... vous poser la péri. Et donc, j'ai pu... Alors, j'ai dit, elle m'a dit, oui, c'est sûr. Elle me dit ça, mais jamais je vais descendre. Elle m'a menti pour que je me calme. Mais en fait, bon, j'avais très, très peur. Et bon, je suis descendue assez vite, on m'a posé la péri assez vite, très bien en plus, et je sentais mes jambes, je pouvais bouger sur mon lit et tout, donc c'était vraiment chouette. Et donc ça, c'était le soir plutôt tard, vers 22h, et donc j'ai passé la nuit avec une super sage-femme dont je m'en veux, mais j'ai oublié le prénom, mais je vois très bien son visage, qui m'a dit, on va y arriver toutes les deux, moi je vais, n'ayez pas peur, je vais vous aider. Et donc, elle m'a fait prendre des positions, la jambe... Enfin, on a fait des trucs comme ça toute la nuit. Elle m'a fait bouger, enfin, pour faire en sorte que la situation évolue. Et elle me dit, moi, je finis ma garde à 6h et je vous perce la poche des os. Et ça, normalement, ça va accélérer le travail. Et en fait, quand elle m'a auscultée, quand elle m'a examinée, j'ai vu sa tête changer. Et je lui ai dit, il y a un problème. Et elle m'a dit, il va bien. Il a juste la main sur sa tête. Il avait passé son poing sur sa tête. Je lui dis, et donc, elle me dit, en fait, vous pouvez pas le sortir comme ça. Enfin, il peut pas sortir le bras, c'est pas possible. Donc, elle me dit, je vais appeler le médecin, etc. Et donc là, pendant à peu près 2 heures de temps, ils ont essayé, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et ça, ils l'ont fait avec douceur, et voilà. Ils ont essayé de le faire bouger, ils ont essayé de bouger mon ventre pour qu'il change de position, quoi. Et non, il est né contestataire, le poing levé. Et donc, on est parti à la césarienne, en fin de compte, mais beaucoup plus en conscience et beaucoup plus... t'avais une raison, quoi. Ouais, et beaucoup... Voilà, c'est ça. C'était pas juste moi qui... C'était pas mon corps qui dysfonctionnait, entre guillemets, parce que je sais que c'est pas mon corps qui dysfonctionne, mais... Mais je comprends, cette impression. C'était lui qui s'était mis comme ça, bon, mais voilà, ok... Bon, je revois bien les yeux de la jeune médecin qui m'a dit je suis désolée, mais là, on va pas essayer plus parce que ça serait dangereux pour vous. Toujours pareil, avec l'utérus cicatriciel, etc. Donc, on est parti à la Césa assez détendu. D'ailleurs, l'anesthésiste m'a dit, ça va, vous êtes là, vous êtes tranquille, quoi. Je dis oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? En même temps, je suis attachée, j'ai mes bras en croix, je suis endormie, je discute avec mon mari, c'est tout. Enfin, voilà, j'attends de voir mon bébé. Et donc, en fait, c'était plutôt normal, en fait, finalement. Parce que je crois que je m'y étais aussi préparée à cette césarienne. Et au départ, en vrai, je voulais la demander. J'avais dit, on va pas se faire chier si j'y arrive pas encore une fois. Et c'est vrai que Mathieu m'a dit, c'est ton corps et tu fais bien ce que tu veux. C'est pas moi qui te dis ce que tu as à faire. Mais il me dit, vu que tout le monde te dit qu'il n'y a pas vraiment de problème, tu n'as pas de raison de ne pas accoucher par voie basse, est-ce que tu ne veux pas quand même essayer ? Donc c'est vrai que ça m'a un peu... Je me suis dit, peut-être c'est pas bête, si c'est le dernier, d'essayer. Et puis ça t'a peut-être aussi donné cette raison. Oui, peut-être. Parce que si tu étais peut-être allée en césarienne directement, peut-être que tu aurais encore cru que ton corps n'était pas capable. Oui, alors que là, c'était différent. Là, c'était différent, ouais. C'était vraiment différent de Marius. Et je pense que oui, Marius, j'étais pas du tout préparée à ça. Pas du tout. Parce que moi, c'était pas du tout... comme j'avais vécu une grossesse très sereine, je m'étais dit que la suite, ça allait être pareil. Ouais, bien sûr. Donc, et cette rencontre avec Martin ? En fait, c'était normal. Il venait compléter la famille. C'était un gros bébé, en plus, joufflu, là. C'était un gros poupon. Avec l'air pas content, comme son frère. Toujours, les deux. Et je lui ai donné une tétée... il a pris sa tétée d'accueil très bien. Je me suis dit, tiens, peut-être je vais pouvoir l'allaiter. Il était très calme. Marius était plus tonique, plus agité. Et en fait, on est remonté... Alors, Marius, j'ai un souvenir très fort de quand on est... Bien que j'étais dans le coltard, mais j'ai un souvenir très fort de quand on a remonté en chambre parce que le brancardier m'a dit... Je laisse votre bébé sur vous, reposez-vous, je mets les barrières, vous ne risquez rien. Donc en fait, je me souviens qu'il y avait du soleil qui rentrait par la fenêtre et j'étais bien en fait. Tu vois, ça, pour le coup, je dis que j'étais pas en extase, mais en fait, cet instant-là, rien que nous deux, le temps que Mathieu aille se doucher, nanana, j'étais bien avec lui. Je l'ai pas regardé, il était sur moi, mais j'étais à moitié endormie, mais ça, j'ai un beau souvenir. Et Martin... quand on est remonté en chambre, en fait, j'ai pas eu ça, mais c'était la vie qui continuait, en fait. Donc, j'ai réessayé de l'allaiter, il m'a fait mal, j'ai dit, bon, stop,
On Ouais, ne tu t'es pas recommande acharnée. non. Je voulais surtout pas, en fait. Et là, j'ai dit, j'ai un petit garçon de 3 ans à la maison, je vais pas en plus pleurer. Enfin, je voulais pas m'imposer ça. Et je pense que je me le devais bien, en fait. Je me suis dit, c'est OK, en fait, c'est OK. Bah oui, C'est OK. complètement. Donc, en fait, j'ai pas allaité Martin. Enfin, j'ai allaité Martin 2 fois. Et en fait, très tôt, j'ai vu le visage de ma grand-mère sur celui de Martin. Et en fait, je me suis dit que j'étais un peu cinglée et que c'était certainement parce que je projetais un truc dont j'avais très envie. Alors, j'ai rien dit. Et quand on est rentré à la maison, quelques jours après qu'on soit rentré, un jour, Mathieu a dit « Oh putain, mais on dirait trop ta grand-mère quand il fait ça !» Et en fait, je me suis dit « Ok, donc c'est ça le cadeau, en fait. En plus, tu vois, le cadeau supplémentaire, c'est ça. » Donc, on me l'a dit plusieurs fois aussi. Enfin, d'autres qui ont connu ta grand-mère. Oui, et qui n'étaient pas vraiment impliqués comme nous, on a pu l'être. Enfin, voilà, soit des beaux-frères de mon père qui sont pas du tout du côté de ce côté-là de la famille, mais qui m'ont dit oui, moi je sais pas si t'as remarqué, mais on trouve qu'il ressemble à ta grand-mère, c'est assez fou. Donc il grandit, donc ça passe, mais parfois je vois passer ça. Et en fait la rencontre avec Martin, c'était normal. C'était pas non plus l'amour fou, hein, pas du tout, mais c'était normal en fait. Il était là normal, comme s'il avait toujours été là. Voilà, c'est ça. Carrément. C'était hop. Pour Mathieu, par contre, ça a été le tsunami. 2, pour lui, c'était la panique. C'est beaucoup à gérer. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu transmets à tes enfants ce qu'on t'a transmis ? J'espère. En tout cas, je m'y emploie. J'ai un ami très proche qui m'a quand même dit un jour et il a raison, je pense, qu'il fallait pas que j'essaie de reproduire parce qu'en fait, les personnes avec lesquelles j'avais vécu ça n'étaient plus là. Donc, c'était pas la peine d'essayer. Puisque ma mère n'est pas ma grand-mère et c'est pas elle n'est pas la même grand-mère pour mes enfants que ma grand-mère a pu être pour nous. C'est pas parce qu'elle est pas aimante, au contraire, mais c'est juste que c'est une autre génération, c'est une autre génération de femmes, c'est une autre façon de voir les choses. Ma grand-mère, elle était dévouée à ses enfants et après elle s'est dévouée à nous, ma sœur et moi, et à ses autres petits-enfants quand ils venaient, mais nous on était là tout le temps. Donc en fait elle était dévouée à nous. Donc c'est sûr que c'est pas possible d'attendre de ma mère qu'elle soit pareille, et c'est normal. Et je ne puis il y a la distance aussi maintenant. Oui, et puis même, je ne lui en veux pas du tout. C'est pas la même personne, encore une fois. Elle est très aimante avec mes garçons et avec les enfants de ma sœur aussi. Et ils adorent leur grand-mère et c'est juste trop beau à voir. Mais moi, j'avais tendance à vouloir à tout prix la même chose. Mais ça, c'est pas possible. Donc voilà. Parce que j'habite pas avec ma mère, parce que ma mère n'est pas ma grand-mère, même si c'est sa fille, parce que je ne suis pas ma mère, et que voilà, peut-être que j'aurais pas envie de lui laisser une place, voilà, parce qu'on est différentes. C'est un cas de figure différent. Donc oui, j'espère leur transmettre en tout cas les valeurs et cet amour qu'on a eu nous quand on était petites, mais je sais que c'est inutile d'espérer qu'ils aient exactement la même enfance que moi. C'est parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. D'autant plus qu'un événement très douloureux pour toi est arrivé après. Vous avez déménagé. Vous avez quitté cet endroit où vous aviez tous grandi, ou cet endroit que tu appelles chez toi. Comment toi, t'as accueilli cette nouvelle-là ? Très mal. Très, très mal. C'est encore très compliqué. Mais là, du coup, j'ai pas le choix parce que, en fait, cette maison a été vendue récemment. Donc là, en fait, je suis très fière d'arriver à en parler sans plus pouvoir parler, parce que jusqu'à il y a quelques mois, c'était pas possible. J'ai cru que c'était très... Parce que la maison dans laquelle tu as grandi a été vendue. Oui, c'est ça. En fait, nous, on habitait dans une maison qu'on a quittée, parce qu'on a déménagé, mais on avait toujours la maison de mes grands-parents. La maison de mes grands-parents était toujours dans la famille depuis leur décès, en fait. Parce qu'au départ, 2 de mes oncles et ma maman n'étaient pas favorables à la vendre. Ils ont dit, on la garde, on verra, c'est trop tôt. Donc moi, j'étais hyper rassurée. Je me suis dit, c'est super parce que du coup, voilà, on va pouvoir quand même y aller. On va pouvoir, voilà. Il se trouve que ma sœur y a vécu une année entière, le temps que les travaux de sa maison à elle soient terminés. Donc on a pu vivre une parenthèse supplémentaire dans cette maison. Donc j'ai pu voir mes enfants, même si on n'y vivait pas nous H24, mais on y a beaucoup été. Je pense que plus que s'ils avaient peut-être été chez eux vraiment. Et j'ai pu voir mes enfants
vivre là. Donc, même si c'était que pour des vacances, même si c'était que pour des week-ends, pour moi, c'était juste formidable, en fait. C'est l'année qui a suivi la naissance de Martin. Donc, voilà. Après, mes oncles ont très vite parlé de la vendre, mais il y a eu le Covid. Enfin, bon, voilà. Ça a traîné un peu. Ils en demandaient un peu cher, donc je me suis dit, bon, ben... Elle va rester là. Ça va rester là. Elle va rester là. Et nous, on est partis à Marseille. Et donc, ça a complexifié les choses, parce qu'on était loin. Et quand on m'a dit qu'elle était vraiment en vente, que voilà, elle était en agence, etc., ben, je ne l'ai pas supporté du tout. J'ai demandé à Mathieu de faire quelque chose. Ouais. Il m'a dit que ben, c'était pas possible, en fait, qu'on ne pouvait pas acheter une maison sans être là. On n'avait pas les moyens de payer un loyer à Marseille et d'avoir une maison comme ça, où on n'irait pas pour l'instant parce que ben, on n'habite pas là, où on irait que quelques semaines par an, qu'il fallait rénover quand même au demeurant, hein, parce que c'est une maison qui commençait à vieillir, il fallait la réisoler, etc., l'assainir, et puis c'était une maison vide quand même, donc avec beaucoup de travaux. Donc lui, il m'a dit non, mais il m'a dit si on arrive à rentrer et qu'elle est encore en vente, je te promets que c'est là qu'on habitera. Je m'accrochais à ce truc, je me disais bon ben allez, comme rien n'arrive par hasard, tu l'as dit tout à l'heure, et que voilà, je me suis dit si c'est ça, ben ça sera ça. Peut-être qu'on y arrivera. Et en fait, on n'y est pas arrivé. Mais voilà, c'est comme ça. Enfin, je peux rien faire, en fait, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai verbalisé assez vite à mes oncles que c'était très compliqué pour moi. Je leur ai écrit un long mail en leur expliquant que je leur demandais rien, mais que j'avais besoin de leur expliquer ce que ça me faisait. Donc, je leur ai expliqué. Je leur ai aussi dit qu'avec Mathieu, si un jour on rentrait, on avait le rêve de pouvoir y habiter, sans leur demander d'attendre, en fait. J'ai pas voulu demander la charité, en fait. Et en fait, ils ont pas répondu. D'accord. Ils ont juste dit à ma maman qu'il fallait que je comprenne, et que, comme si j'étais une petite fille capricieuse, en fait. Et du coup, ben voilà. Elle a été vendue. Elle a été vendue. Et il y a pas longtemps. Et en fait, je pense que j'ai tellement pleuré avant que j'ai plus pu pleurer le jour où j'ai su que c'était fini, quoi. Ouais. Ironie du sort, ils ont dû donner les clés, je crois, début août. Et Mathieu a eu le Covid, et donc on a été confinés, et je n'ai pas pu y retourner, en fait. Ouais. T'as pas pu lui dire au revoir. Mais bon, je me dis que c'était peut-être qu'il valait mieux pas, je sais pas. Après, je suis très consciente que ce n'est qu'une maison, entre guillemets, parce que moi je suis très attachée au lieu, quel qu'il soit, donc celui-là encore plus, mais je suis très consciente aussi que je n'ai pas fait le deuil de mes grands-parents, et que ça appuie encore un peu plus le fait qu'ils soient plus là. Elle est peut-être là la raison aussi. Oh oui, c'est même de certain. La vente de cette maison. Et c'est même certain. Je sais que tout ça, c'est lié. Et puis, bon, il va falloir que je dépasse ça. Ouais. Et que j'aille poser mes valises à un moment donné pour pouvoir avancer. Pour l'instant, ça m'a jamais freiné, mais ça a failli, honnêtement. L'année dernière, j'étais en colère contre la terre entière. Y compris contre ma maman, y compris contre mon mari. Parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, tout le monde, il n'y a personne qui fait rien, quoi. Mais en fait, il n'y avait rien à faire. C'était comme ça. Et voilà. Donc, ça aurait pu, oui, me freiner. Ça aurait pu m'empêcher. Et puis, je pense que je me connais. Je pense que je vais y arriver. Mais tu vas y arriver. Et puis, en même temps, si un jour, tu as besoin d'aide pour y arriver, et c'est OK, de te faire accompagner de ça. Bien sûr. Parce qu'un deuil, quel qu'il soit, n'est jamais facile. C'est ça. Mais je pense qu'on est 3 à pas avoir fait notre deuil. Et je sais que pour ma maman, c'est difficile aussi. Et qu'elle n'a pas pu... Je comprends aussi qu'elle n'ait pas voulu s'opposer à ses frères en leur disant moi je suis pas d'accord, enfin faire traîner, etc. Je comprends tout à fait. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que je la comprenais et que je lui en voulais pas de ça. Mais c'était la seule solution. À la limite, elle aurait pu effectivement freiner pour gagner du temps. Mais je comprends aussi qu'elle veuille pas mettre à mal la relation qu'elle a avec ses frères. Voilà. Après, nous, on n'avait pas l'argent, c'était pas dans la bonne configuration. Ma sœur, elle pouvait rien faire non plus, elle a sa maison. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être un nouveau chapitre de l'histoire aussi.
Parce que là, t'es à Marseille. Oui. Tu n'as pas envie d'y rester. Non, on espère rentrer chez nous bientôt. On met tout en œuvre, en tout cas, pour rentrer chez nous. Et on sait déjà plus ou moins que si on rentre, même si le travail de Mathieu est à Toulouse, on est tous les deux d'accord pour vivre près des nôtres, c'est-à-dire à la campagne, enfin voilà, de là d'où on vient, en fait. Donc, on espère que ça va pas tarder. Bah ouais. Pour écrire justement la suite de cette jolie histoire, de cette transgénération, que vous puissiez transmettre cette partie-là aussi, parce que pour l'instant, tu transmets certainement à tes enfants tout ce que ta famille t'a apporté, mais j'ai l'impression qu'il manque la terre qui va avec. C'est ça. Pour s'enraciner. C'est ça. Quelque chose qui est important pour toi. Et pour la suite, tu l'as à peine évoqué, et on va l'évoquer quelques secondes, mais un troisième enfant? C'est un gros sujet de discorde chez nous, puisque moi, j'ai plutôt tendance à dire que oui, et Mathieu a plutôt tendance à dire que non. Donc c'est douloureux, ça aussi. On chemine avec cette question. Il se trouve que en février dernier, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune qui me contraint à prendre un traitement là pendant 18 mois, pendant lequel, de toute façon... Il n'y a pas de grossesse envisageable. Il n'y a pas de grossesse envisageable, donc ça met une pause sur cette question-là. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 37 ans, donc je sais qu'il va falloir qu'on se pose la question, et je sais que potentiellement, ce sera douloureux pour moi, parce que je vais pas obliger... Je veux pas que ce soit fait dans la douleur de l'un de nous. Mais il y en a forcément... Enfin, voilà, il y a forcément... Il y en aura un qui aura plus mal que l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, on verra. Je peux pas répondre parce que moi, c'est un oui, et je me fiche d'avoir une fille ou un garçon. Mais j'ai quand même cet espoir d'avoir une petite fille. Pour Mathieu, c'est un vrai non. Donc, je peux pas dire si ça arrivera ou pas. On verra. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir fait toi. le déplacement jusqu'à moi. Bon, on précise quand même que tu n'étais pas venue à Lille juste pour moi, même si voilà. Ça me fait plaisir. Et merci. Si on veut te suivre et voir tout ce que tu fais et lire tes textes qui sont extraordinaires et voir tout ce que tu fais de tes mains, ça se passe où? Alors, ça se passe essentiellement sur Instagram, sur le compte Gina et compagnie, mais qui s'écrit Gina Si, puisqu'on ne peut pas mettre d'esperluettes sur Instagram. Donc, c'est Gina Si, G-I-N-A-C-I-E. J'ai aussi un blog avec le même nom. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais voilà. Et puis après, je fais quand même pas mal de choses, tu l'as dit, de mes mains. Donc, j'anime des ateliers. Donc, il y a aussi des possibles... de se rencontrer, et ça, c'est quand même vraiment chouette. J'aimerais quand même qu'on revienne sur la raison de ta venue à Lille quand même, pardon, mais pourquoi t'es à Lille? Je suis à Lille dans le cadre, ça fait bien de dire ça, ça impressionne beaucoup mon fils de 6 ans et demi. Je suis à Lille parce que j'ai écrit un livre de broderie, dans lequel j'ai quand même mis beaucoup de moi et beaucoup de textes, celles qui l'ont entre les mains et qui me disent je l'ai lu avant de broder, ça me fait très plaisir parce que j'ai beaucoup écrit, en plus des pas à pas que j'ai écrit, j'ai introduit chaque projet, j'ai expliqué un peu la genèse de tout, donc on y parle évidemment des femmes de ma famille. Et donc, je suis là parce que je fais une tournée d'automne d'ateliers et de dédicaces. Eh bien oui. Mais parce que voilà, enfin, si vous êtes des aficionados ou aficionadas de broderie, allez voir un petit peu justement ce que tu fais, parce que je trouve ça génial, ça donne presque envie de s'y mettre. Mais vraiment, enfin, je veux dire, si ma journée durait plus de 24 heures, j'aurais envie de m'y mettre. Et ça a l'air d'être tellement... Enfin, ça a l'air de détendre tellement, de faire ça détend, c'est très facile à appréhender. C'est pas une technique... Et puis c'est canon. Ben, merci. Mais oui, faut le dire. Ouais, c'est chouette. Enfin, moi, ça me fait plaisir de faire ça, en tout cas. Et du coup, j'aime encore plus le transmettre aux autres. Donc, toujours cette histoire de transmission. Oui. Quand même. Oui. Mais tout à l'heure, j'ai passé l'après-midi avec une autre brodeuse et on discutait toutes les deux. Et je lui ai dit un truc que j'avais jamais dit, mais en fait, je me suis dit ça, il faut que tu le dises. Je lui ai dit, je préfère être celle qui transmet que celle qui est inatteignable parce qu'on la trouve, elle brode super bien, elle a une super technique, nanana. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre, d'expliquer aux autres comment on fait. Je suis pas dépositaire de la broderie. Tu l'as pas inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ah ouais. Je suis déçue. Voilà, il faut se détendre avec ça. Voilà, c'est pas des choses, c'est pas des techniques qu'on invente, c'est juste des techniques ancestrales qu'on s'approprie. Ouais.
Et puis qu'on transmet finalement, parce qu'elles ont été transmises déjà aussi avant. Qu'on m'a transmise, Ah là 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 là, j'ai besoin de le préciser, franchement, mais j'adore la façon dont ça se termine. Qu'on m'a transmise, oui, de toute façon. Ouais, canon. Merci encore, Mélanie. Merci à toi. Et puis à bientôt. Oui, à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je décrypterai une expérience de parentalité avec humour et sincérité. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.